Merci Fabien pour cette proposition. Merci de nous laisser un espace libre. Alors que je réfléchissais à une communication pour le colloque, je m'exaspérais de ne trouver que des sujets qui corroboraient fatalement le constat que la pensée occidentale a été profondément assunéidétique. Cherchant des réponses à cela parmi les artistes, je n'en trouvais que des morts. Ce qui m'ennuyait puisque ce colloque s'évertue à penser depuis notre contemporain. J'ai alors repensé à Cesare Pietro Justi, un artiste italien né en 1955, relativement méconnu en France et dont j'ai découvert le travail il y a 2 ans lors d'une rétrospective au Mambo, le musée d'art moderne de Bologne. Le catalogue de l'exposition, Un certo numero di cose, disponible en italien seulement, constitue le seul ouvrage qui lui est personnellement consacré. Sa pratique artistique, redoublée par une activité critique et théorique, s'appuie sur des médiums très variés et est héritière de l'art conceptuel, a été aussi associée dans les années 2000 à l'art relationnel. Sa pratique m'intéresse d'abord en ce qu'elle prend acte et dénonce le processus de construction assunéidétique de la pensée occidentale. Dans un projet datant de 2010, Pietro Justi et d'autres artistes proposaient de transformer la fête des morts en fête des vivants. À propos de ce projet, l'artiste déplore que l'homme occidental ait cherché à sacraliser la mort au point de la rendre invisible, tabou. L'invisibilisation de la mort aurait fait perdre le sens de la responsabilité, de l'intensité et la possibilité de jouir précisément à partir d'une réflexion sur la mort comme philosophie du futur, en citant Feuerbach. Dans L'essence du christianisme, qui a été publié en 1841, Feuerbach, qui est un philosophe allemand du XIXe siècle, cherche à révéler la jeunesse de la religion. Il démontre que la religion est une imposture, au sens où tout ce qui est en Dieu est emprunté à l'homme, en valorisant ou en perfectionnant certaines de ses qualités. Tout en elle est de l'humain mythifié. À tel point que la religion n'a aucun contenu qui lui soit propre, c'est une aliénation. Pour Feuerbach, le résultat de cette critique de la religion doit être au fondement d'une anthropologie. Dans Pensée sur la mort et l'immortalité, publié en 1830, il montre que l'homme doit renoncer à la croyance en Dieu s'il veut se réapproprier sa vie terrestre. Car seul l'homme qui ne s'aliène ni n'espère un rachat dans la transcendance divine est capable d'agir politiquement et socialement dans le monde. Il pose donc les conditions de possibilité d'une praxis éthique. Pietro Justi actualise le constat en avançant que la transcendance capitaliste, il actualise le constat comme d'autres, que la transcendance capitaliste, qui aurait prolongé la transcendance divine, continue à invisibiliser la mort et par là à nous couper de la responsabilité du vivant. Pour les citoyens de la soi-disant société du spectacle, l'idée de la mort est oblitérée et déplacée vers d'autres cultures. Elle appartient aux kamikazes, aux terroristes, aux migrants, à l'enfant de la famine ou aux porteurs du sida. Sont les icônes représentatives du spectacle actuel de la mort. L'homme blanc, occidental, libéral, riche n'est pas concerné par elle. Donc je cite Pietro Justi, le fondamentalisme de l'homme occidental consiste à se présenter comme le seul porteur de bien-être, de liberté et d'ordre, et à transférer sur l'autre des instances destructrices, terroristes et anthropiques. Donc ces considérations nous renvoient à l'exemple assez classique de la guerre du Golfe, qui a été qualifiée de guerre propre, chirurgicale, sans images, ou plutôt une guerre d'images orchestrée par les autorités américaines, militaires et télévisuelles, mais qui ne montrait pas de victimes, de sang, de combats effectifs. Dans la crise sanitaire que nous traversons, la mort s'illustre d'ailleurs symboliquement par ces lieux, mais ne se montre pas. Et surtout, elle est remplacée par des chiffres, elle est comptable. Ce mécanisme de suppression de la mort est la cause, mais aussi l'effet de l'incapacité de l'homme à négocier avec tout malaise, douleur ou mal interne. Pietro Justi avance que ce fondamentalisme, de ceux qui croient, à quelque titre que ce soit, en mission pour Dieu ou pour le profit, est le grand mensonge de notre temps destiné à brouiller la conscience critique, afin de gagner et de gérer plus aisément le pouvoir. Donc pour répondre à ce premier constat, Pietro Justi propose de faire l'expérience du doute et de la réflexion, et comme il le dit littéralement, de prêter attention à ce qui est retiré. Cela fait écho à ce qu'il considère un peu comme la jeunesse de son travail artistique, à l'âge de 8 ans, en 1963. L'appartement qu'il habitait avec ses parents était mitoyen de celui de ses grands-parents. Un des murs de sa chambre séparait les deux maisons, et chaque soir, sa grand-mère, pour lui souhaiter bonne nuit, frappait sur le mur qui les séparait. Il répondait en frappant à son tour. Un jour, il persuada un de ses amis de faire un trou dans le mur avec un tournevis pour atteindre l'autre côté. L'entreprise, dissimulée sous le lit, dura quelques jours avant qu'il ne soit découvert. Il écrit dans le catalogue pour conclure « J'aime penser qu'il y a une relation poétique entre l'inadéquation de l'outil que Gianni et moi utilisions
et l'inventivité téméraire qui nous a amenés à faire cette tentative. J'aime penser que toute ma carrière d'artiste n'est finalement qu'une réponse à la frustration de ce trou qui n'a pas atteint l'autre côté et qu'un maçon est venu combler. J'aime penser que c'est depuis lors que, seul ou avec d'autres, j'essaye de répéter cette expérience. Donc le projet de Pietro Usti vise symboliquement à porter attention à ces trous, à ces passages comblés par d'autres, des instances de pouvoir. Ce quelque chose qui nous aurait été retiré et qu'il faudrait donc logiquement récupérer au risque qu'il nous manque, c'est la responsabilité du vivant. Responsabilité politique de la façon dont nous vivons, nous orchestrons notre vie. Donc comment cela s'opère-t-il dans sa pratique et peut-il intéresser notre réflexion commune sur la conscience sunéidétique du monde ? On pourrait postuler que l'économie du travail de Pietro Usti s'inscrit dans une forme de pensée sunéidétique. Qu'est-ce que cela signifierait ? Cela indiquerait, je pense, une pratique qui se pose en permanence la question à la fois de sa propre économie, donc qui discute et reformule la création, la diffusion et la réception du travail, mais aussi de l'économie globale, donc une conscience de l'état restant du monde avant et après que l'œuvre soit réalisée. Une partie de son travail s'attaque à la question de la consommation, à la fois celle des œuvres et des aliments, dans une perspective critique héritière du marxisme. Il y a dans sa pratique, à mon sens, un rapport entre une éthique de la consommation de l'œuvre, qui s'ouvre à une déconstruction de la consommation alimentaire et de ses implications à l'ère du capitalisme. Donc cette économie sunéidétique consisterait d'abord chez Pietro Usti à remettre en question le processus de production et de valorisation économique des œuvres, les lieux institués de l'art, et enfin à penser à un agir poétique en lien avec un agir politique. Pietro Usti écrit dans le catalogue « Pour beaucoup, je suis considéré comme un artiste qui ne fait pas d'œuvre. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais il est certain que l'expérience vécue réellement d'un côté et l'histoire de l'autre ont une pertinence dans ma pratique artistique qui dépasse souvent le plaisir ou le désir de produire des objets dotés d'un pouvoir esthétique autonome et spécifique. » En effet, jusque dans les années 2000, l'économie de son travail repose en partie sur de l'immatériel. Sans rentrer dans le détail des œuvres, elles sont souvent dirigées vers des actions militantes et organisées autour de collectifs, radio, revues de psychologie de l'art, des conférences performatives, des débats ouverts, des actions auprès de publics divers. Donc cette attention portée à ne produire des objets que nécessaires vient de la conscience du risque de fétichisation de l'objet d'art, dont l'entreprise conceptuelle a fait les frais, notamment. Un certain nombre d'œuvres à partir des années 2000 sont réalisées matériellement, mais vouées à être offertes ou détruites, par exemple brûlées. En 2004, contre le principe de rareté, il réalise des milliers de dessins uniques distribués gratuitement. Il écrit à ce propos qu'il racheta un de ses dessins qu'il avait trouvé en vente sur eBay, et dit « Je l'ai laissé et je le laisserai dans l'enveloppe dans laquelle il est arrivé ». De même, lors de l'exposition que j'ai vue à Bologne, les visiteurs étaient invités à prendre des dessins uniques réalisés à partir de brûlures du papier. Chaque dessin numéroté stipulait que l'œuvre ne pouvait être complète que si le dessin était intégralement brûlé par celui qui le prenait. Donc cela me renvoie au séminaire et à l'idée, je cite, que le regard sunéidétique est ouvert au désintéressement en tant qu'il ne pense pas à produire des images pour simplement en rajouter ou pour produire une économie de l'image singulière et individuelle, mais au contraire pour produire des images qui tendraient à indiquer quelque chose du monde. En somme, l'image sunéidétique ne se pense pas comme objet, mais comme relation. En cela, elle ne s'intéresse pas à un devenir objectif, mais elle est un processus qui permet de maintenir des relations avec l'état restant du monde. Donc le travail de Pietro Usti est pensé dans des interstices sociaux, à travers des communautés d'échange, échappant au cadre de l'économie capitaliste, car soustraite souvent à la loi du profit. À ce titre, une œuvre est assez belle. En 2009, pour son projet à la Wilkinson Gallery, il échangeait des œuvres contre des idées. L'image sunéidétique, je recite le séminaire, libre de tout principe de commandement, est ouverte à la déconstruction. Ce qui est déconstruit par la pensée sunéidétique est la visée d'intérêt dans la saisie en vue de satisfaire tout processus économique, capitaliste, spéculatif, ontologique, évaluatif et logique. C'est cela que l'image sunéidétique devrait être en mesure de montrer ou d'indiquer. L'interprétation d'une ouverture vers une opérativité, à la fois depuis la représentation et depuis l'œuvre. Donc cela nous amène vers une autre dimension de l'image sunéidétique qui est liée à l'interprétation contemporaine de l'agir et à l'interprétation de la saisie. Je cite le colloque, si elle est donc désintéressée à devenir un objet et à devenir objective, mais intéressée à maintenir des relations,
Ces dernières sont profondément tendues à la fois vers l'agir de l'être et plus encore, dans la question de l'agir, à celle de la saisie. Donc la pensée et la philosophie contemporaine ne s'intéressent pas au fond à la question de l'être, mais de l'essence de son agir, autrement dit, à l'espace depuis où l'être agit. Donc d'où l'urgence de se préoccuper de cet espace. Si la remarque peut parfois, personnellement, me renvoyer beaucoup à l'écologie de manière globale, elle intègre aussi la question, chez Pietro Usti, de l'espace d'exposition des objets d'art et de leur disponibilité pour le regardeur. Donc l'attention portée au lieu, à l'espace laissé vide de systèmes idéologiques, mercantiles, est au fondement de l'économie de son travail. Chez l'artiste, cette conscience passe par une remise en question politique et pratique des lieux institués de l'art, en critiquant leur uniformité et la spectacularisation de l'espace muséal au détriment du contenu. Je le cite, les salles d'exposition des galeries et des musées du monde entier se ressemblaient au point de ne pouvoir être situées en un seul lieu. Et ce fait, loin de donner une valeur culturelle, contextuelle, historique à l'œuvre, a fini par être un levier fonctionnel des mécanismes mercantiles de distribution et de vente. L'objet musée devient autonome, comme cela s'est déjà produit pour l'objet travail, un fétiche. Il s'affranchit de sa fonction de contenant fonctionnel et se proclame en temps réel dispositif de légitimation. Plus le musée apparaît, plus les paradoxes qui rendent sa nécessité incompréhensible sont dissimulés. Plus il apparaît, plus son irréalité s'accroît et devient en même temps invisible. De toute évidence, l'architecture marche comme discipline, mais aussi comme un système de gouvernance. Je propose donc que nous essayions de nous libérer de l'idée que ce qui est construit est réel. Par conséquent, on pourrait supposer que la direction de la recherche d'un éventuel musée réel, un objet qui existe, qui a une réelle cohérence dans l'ordre des choses, qui concerne des faits et des personnes existants, devrait se tourner vers l'inapparent, le caché, le marginal, l'invisible, le précaire, ce qui échappe au radar du spectacle, des médias et de l'économie du marché, ce que nous aurions tendance à ignorer. À ce propos, en 1991, à l'occasion de l'exposition Story, qui se tenait dans la galerie Il Campo à Rome, il choisit d'inviter le public à visiter directement les appartements situés dans le même bâtiment que la galerie. Donc le visiteur de l'exposition a été invité à quitter l'espace d'exposition, à déplacer son regard, à réfléchir sur le fait d'être dans un lieu avant d'être dans un système. Donc cette problématique de l'espace d'exposition était au fondement de l'esthétique relationnelle, telle que théorisée en 1998 par Nicolas Bourriaud. L'être est à l'ère du capitalisme avancé en permanence réduit à un statut de consommateur et ses contacts inscrits dans des espaces marchands. Le fait écosophique consiste en une articulation éthico-politique entre l'environnement, le social et la subjectivité. Il s'agit de reconstituer un territoire politique perdu, puisque en permanence écartelé par la violence déterritorialisante du capitalisme mondial intégré. Il s'agit pour l'artiste de refuser la séparation classique entre praxis et poésis, et permet de penser ensemble production artistique, exploitation économique, engagement éthique et lutte. Donc c'est grâce à cet espace qui est laissé libre que l'agir peut être advenir. Le problème de notre contemporain, c'est précisément le manque d'espace libre, au sens propre comme au sens figuré. Donc cette préoccupation pour l'espace libre de l'économie de la consommation de l'œuvre est redoublée chez Pietro Usti par une préoccupation pour la consommation alimentaire et l'espace laissé libre en soi. Une partie des œuvres de Pietro Usti s'inscrit dans une pensée de la consommation qui intéresse la sunidésis. Les entreprises chrétiennes et capitalistes ont relégué la responsabilité de l'homme vis-à-vis de la consommation à des principes supérieurs. Le séminaire s'est ouvert justement sur un fragment de la pensée de Paul de Tarse dans la première épître aux Corinthiens, où il est dit « Mangez tout ce qui se vend au marché, sans le faire par conscience, car la terre et ce qu'elle contient est au Seigneur. » Donc le paradigme chrétien de la consommation s'explique ici. L'idée centrale du processus chrétien est de nous offrir une délégation complète des actes faits pour soi. Pour cette raison, nous pouvons acheter et manger sans conscience parce qu'un système supérieur, la gouvernance, s'occupe de la gestion, oikonomia, du monde et de tout son contenu. C'est ce qui est nommé l'économie christique. L'entreprise capitaliste a délégué exactement de la même manière cette question au progrès, ce qui a notamment permis à de nombreux penseurs de rapprocher le capitalisme de la religion. C'est l'idée de la dette. Puisque l'homme ou le progrès s'occupe de la responsabilité de notre consommation, nous leur en sommes redevables. Il faut donc les chérir et les servir, et nous rachèterons ainsi notre salut. Les deux systèmes fonctionnent sur une économie de la dette qui ne cesse de produire de la séparation entre les débiteurs et les créanciers, et donc entre l'homme et sa responsabilité propre.
Le regard synédétique est une ouverture au dépassement de l'hyperarchie, ce qui signifie que nous déléguons cette relation à une puissance qui est autre. Je vais citer le séminaire. Donc, comme nous l'avons vu, c'est ce que Feuerbach appelle avant Marx l'aliénation. Maurizio Lazzarato, dans La fabrique de l'homme endetté, en s'appuyant notamment sur des textes de Marx, de Nietzsche, de Deleuze et Guattari, explique que la dette est constitutive de la pensée néolibérale, voire que cette dernière reposerait dessus. La dette est pensée à l'échelle individuelle, avec notamment nos cartes de crédit, les prêts immobiliers par exemple, mais aussi à l'échelle des nations. Et par ce principe de dépendance, la dette nous dépossède du pouvoir politique, de la richesse et de l'avenir, donc du choix. Lazzarato écrit « Les économistes nous disent que chaque nouveau bébé qui naît déjà avec 22 000 euros de dette. Ce n'est plus le péché originel qui nous est transmis à la naissance, mais la dette des générations précédentes. Si autrefois nous étions endettés auprès de la communauté, des dieux, des ancêtres, désormais c'est auprès du Dieu capital. » Or, le regard synédétique, en tentant de remettre l'homme au centre de la responsabilité, doit permettre de dépasser cette hyperarchie. L'hyperarchie en tant qu'un principe suprême, supérieur de commandement. De le dépasser, cette hyperarchie, par une auto-archie. Donc, contre l'idée de séparation systémique, Pietro Usti met en œuvre un principe de continuité, une continuité de l'homme face à ce qu'il ingère, notamment, dans deux œuvres qui ont trait à la digestion. La première œuvre s'appelle Money Auction, c'est un spectacle, selon les termes de l'artiste. L'œuvre, qui est réalisée avec Paul Griffiths, a été activée pour la première fois en 2005 à Milan. Selon le titre, il s'agit d'une vente aux enchères dans laquelle n'importe qui peut offrir de l'argent, dans une mesure correspondant à la somme de 2 billets. Par exemple, minimum 10, maximum 1000 euros. Celui qui offre le montant le plus élevé remet les 2 billets aux artistes qui les avalent en public, en s'engageant à les rendre, une fois évacués, au meilleur offrant, accompagné d'un certificat. Donc, si le spectacle peut passer pour trivial et absurde, il répond à plusieurs enjeux. Le geste inscrit d'abord littéralement le principe de consommation dans une économie de la dette. Ce que tu consommes, il faudra un jour le rendre. L'artiste se trouve responsable de sa propre consommation. Il insiste par ailleurs sur la continuité entre l'argent, la consommation et la dette. L'argent n'est plus le levier de l'échange consommable, il est le consommable. C'est une marchandise en soi. Ici, le principe de spéculation scatophilique et narcissique, poussé à son paroxysme, remet la responsabilité de l'homme face à la consommation et de l'artiste face à la création de valeur au centre du système de production. Le terme de spectacle utilisé par l'artiste est intéressant car le spectacle chez Debord, c'est ce qui crée justement du séparé. Et la consommation à l'heure du spectacle est un processus infini de séparation. La conscience synédétique ne cesse d'être empêchée par la séparation entre ceux qui font et ceux qui regardent, ceux qui régissent et ceux qui délèguent leurs responsabilités. Donc on assiste là au spectacle renversé, donc dans cette œuvre, renversé de l'eucharistie financière, à une réparation par la continuité de l'acte d'incorporation. Donc en prolongeant le système de la consommation par la digestion et la défection, il renoue le consommant et le consommé, et prend en compte le principe de continuité. Ici, la responsabilité de l'artiste déjoue le processus de séparation et insiste sur la nécessité de prêter attention à la continuité au sein de son corps même. Cette même idée de valorisation paroxysmique du processus de consommation apparaît aussi dans Eucharistie, un spectacle de 2018 où l'artiste est transformé en officiant et après avoir retracé la jeunesse de l'économie, il rompt un billet en plusieurs morceaux et le donne aux communiants sur scène comme une hostie. Une seconde pièce intéresse cette idée de continuité. Il s'agit d'une performance réalisée la même année au Théâtre social de Bergame. En fait, au milieu d'une exposition collective, 5 personnes, dont l'artiste, participaient à un concours de slow food. Chacun se voit servir à 20h20 une pizza identique, et celui qui l'a fini en dernier, sans jamais cesser de bouger une des parties du corps qui est impliquée dans l'acte alimentaire, gagne. Donc l'acte renverse les codes du spectacle capitaliste, les concours de fast-food, où l'acte de consommation est dicté par la performance économique, nutritive, spatio-temporelle. Donc il y intègre là le temps de la digestion et de l'assimilation. En s'attaquant à la surmesure de la prise, encouragée par le système, pour mieux contrôler l'homme, il le détourne pour faire advenir cette image renversée de la consommation, pour en reprendre le contrôle.
Je cite le colloque, le séminaire, pardon. L'image sunnélétique est liée à l'interprétation de nos modes de vivabilité. C'est l'expérience limite de l'image sunnélétique en tant qu'elle s'intéresse au fond, depuis le regard sur le fond, avec un S, ce qui reste, aux conditions propres restantes de notre vivabilité. Donc contre la saturation, celle de l'espace d'exposition, il libère un espace libre en nous, dans notre estomac ici, qui puisse permettre l'agir. Donc que nous reste-t-il pour que nous vivions ? La responsabilité de notre consommation. À ce titre, Pietro Usti semble avoir conscience du rôle ambivalent de l'artiste, comme producteur inscrit dans une économie matérielle, et peut-être pourvoyeur de nourriture, quelle qu'elle soit. En 2007, il réalisa la performance Enriching Food, proposée à la Icon Gallery de Birmingham. Profitant de la journée de congé de la cafétéria de la galerie, il avait monté un restaurant qui avait fonctionné, qui avait tourné pendant 24 heures en continu. Il était le chef de ce restaurant et les membres du personnel de la galerie étaient les serveurs. Le menu se limitait à une dizaine de plats italiens, assez simples. Chacun pouvait commander et manger autant de plats qu'il le souhaitait, et à la fin du repas, pour chaque plat consommé en entier, le client, au lieu de payer, recevait la somme d'argent correspondant au prix indiqué sur le menu. En 24 heures, environ 500 plats ont été servis, et environ 2000 livres ont été distribués. 2000 pounds. L'attente pour une place à table le soir dépassait les 3 heures. La personne qui a le plus mangé est repartie avec environ 70 livres. Donc la performance renversait le principe de dette de la consommation, que l'art se doit peut-être de réparer. Il faut accepter que l'art se fasse en pure perte économique, qu'il soit au service du visiteur affamé, qu'il puisse répondre à ses besoins essentiels. Pour ce dernier, il s'agit de se réguler, non via une instance suprême, mais à la mesure de son propre système digestif.